Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis si content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce qu'on a vraiment plein de choses à se raconter. C'est un petit format récap du week-end, un jour trop tard on va dire. Mais surtout, attention à eux en 2025 et attention à 2025 tout court. Quelques storylines ont commencé à émerger des dernières heures de compétition sur la planète foot. Et l'Europe du football pourrait se retrouver secouée sur les prochains mois. Donc, je pense qu'on va vivre une très belle année et avant de partir en vacances, avant les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, je voulais vous proposer une petite anticipation de ce qui pourrait suivre. C'est sur un format récap du week-end, c'est donc mes 10 storylines, les 10 trucs qui m'ont particulièrement marqué et qui pourraient avoir une incidence sur la suite. La première, bon, je préférais ne pas avoir l'affaire, mais oui, Paris calme l'OL, parce que c'était le match de dimanche 20h45. Et je dirais qu'il nous a juste manqué un petit peu de volume dans cette partie, pas forcément volume offensif, produire 1 XG et demi contre Paris au Parc des Princes c'est pas si mal, mais de volume dans la présence. On a joué en gros une demi-heure, deuxième partie de première mi-temps où c'était pas mal, avec un des plus beaux buts que j'ai vu cette saison, cette passe de Cherki délicieuse pour Mikotadze, le petit piqué. Mais avant ça aussi, personne n'en parle trop je trouve, mais ça vient d'une phase de pression bien sûr, on n'allait pas parler d'un geste technique fabuleux sans décrire la phase défensive sans ballon qui précède. La pression, la récupération, c'est ça cette OL de Pierre Sage. Récupération haute, ensuite jeu de combinaison à l'approche du dernier tiers, et bien sûr ça termine avec vraiment tellement de sang-froid je trouve dans la finition de Georges. Ça bien sûr ça m'a fait kiffer. Après sinon niveau énergie, déjà, Paris est une meilleure équipe tout court, mais niveau énergie, ça se voyait, 2 jours de récupération en moins. J'ai trouvé que le pressing qu'on avait vu contre l'Eintracht a eu dans l'ensemble beaucoup plus de mal à se mettre en place, aussi parce que ce PSG de Luis Enrique trouve très bien les espaces entre les lignes, mais par exemple, l'intervalle Cherki-Tolisso, très régulièrement percé par Vitinha, Zaïre Emery, João Neves, qui ont trouvé beaucoup de petits espaces dangereux. Il y en a une là, une occurrence là, encore une fois là, Hakimi entre les deux. Souvent cet intervalle, Tolisso, difficile physiquement, je l'ai régulièrement trouvé battu. Et par exemple, quand on regarde le nombre de ballons touchés dans ce match, 37 seulement pour Tolisso. Par rapport à l'entrejeu parisien, on a 87 ballons pour Zaïre Emery, 91 pour João Neves, 98 pour Vitinha. Les 3 en 90 minutes, mais Tolisso, c'était 90 minutes aussi, il n'a pas été remplacé, comme Vertou par exemple. Donc ouais, moins d'énergie, moins de qualité tout court, et sur la phase de pression aussi, je vais dire, quand Hakimi et Nuno Mendes sont à ce niveau-là, là typiquement ballon par-dessus de Willian Pacho, le contrôle orienté pour battre Cherki, et derrière il y a une projection, l'OL est à 4 derrière, il y a 6 joueurs de champ qui ont été battus sur cette première passe, et le contrôle orienté d'Hakimi, pareil Nuno Mendes, il y avait des moments contrôle orienté, longue ligne là dans le couloir où il faisait tellement mal à Noama, à Maitland-Niles qui sortait un petit peu au contact. Donc quand il est battu et que derrière il peut trouver Dembélé dans cette position axiale, ça devenait encore une fois très compliqué pour nous. Et dans l'ensemble un match difficile quand tu le conjugues à la prestation individuelle de Désiré Doué, un petit peu dans la lignée de ce qu'il avait fait contre Salzbourg, sa belle entrée contre Salzbourg. Là c'était une titularisation et il y a eu une passe décisive au bout d'une action où je pense Cherki peut mieux faire quand même une fois que Maitland-Niles s'est battu. Il se laisse un petit peu, il est un peu trop passif et il laisse Maitland-Niles revenir et essayer de jouer à 1 contre 1 mais sans chercher à compenser, à faire la rotation entre guillemets comme si on était au basket. Et après Désiré Doué, juste l'accélération est sublime, la passe décisive en extérieur du pied comme ça pour Dembélé pleine surface, splendide. Il a provoqué un penalty, il a marqué un but hors jeu, très gros match de Désiré Doué. Et un autre Parisien qui m'a vraiment interpellé, Willian Pacho, je crois on le dit depuis le début de saison, mais quel monstre ce gars-là. 4 tacles réussis sur 4 tacles tentés, 9 dégagements, leader du match sur ces 2 catégories. Et même contre Cherki par exemple, il y avait un moment où Lyon est lancé dans le grand espace, début de seconde période comme ça, et il revient tranquille, une course un petit peu presque flegmatique, tant il a de l'assurance je trouve, et de l'assurance physique, athlétique notamment. Il me rappelle un peu Van Dijk sur certaines actions, aussi parce qu'il est très difficile à passer en 1 contre 1, et là il revient sur Cherki, et Cherki à part ses bonnes passes trouvées dans le dernier tiers, niveau dribble, il a peu existé, surtout face à Willian Pacho, qui a été assez monstrueux. Donc ça c'est ce que je dirais sur le Paris Saint-Germain, Doué, Pacho, dans les storylines tendances de 2025, qui sont vraiment à surveiller. Et après, bien sûr, au classement, c'est pas qu'on avait un doute énorme sur le fait que le Paris Saint-Germain était favori pour le titre, mais quand tu l'emportes contre l'OL et que derrière, aucun autre membre du top 8 n'a gagné ce week-end,
Paris prend 7 points d'avance sur ses dauphins, Marseille et Monaco, avec une différence de but favorable. Bon, grosso modo, c'est plié au bout de 15 journées pour les hommes de Luis Enrique, qui ont la meilleure attaque, qui ont la meilleure défense et qui sont encore invaincus en France. Ça, c'était pour la première chose. La deuxième, United tourmente City dans le derby de Manchester. Le gros résultat du week-end, bien sûr, c'était ça. Je veux dire, je pense que tout est dit ici. Il y a juste à regarder la minute des buts pour avoir envie de regarder le résumé. City avait marqué le premier but avec Gvardiol, mais 2 erreurs catastrophiques sur la même action de Matheus Nunes. C'était d'abord 85e minute, la passe en retrait ratée, Diallo surgit, coupe la course d'Ederson, et après Nunes qui revient à la course pour rattraper sa bourde, mais qui en cumule une autre parce qu'il démonte Diallo dans la surface. Penalty, ouais, Guardiola peut se prendre la tête entre les mains, il était particulièrement vénère au coup de sifflet final sur Nunes. Bruno transforme un partout, et ensuite Amad Diallo. Magnifique, franchement, ce petit gars qu'on avait pris dans notre draft Premier League début de saison. La course dans le dos de Ruben Dias, dans le dos de Gvardiol. Lisandro Martinez a bien senti le coup, il le serre dans la profondeur, sa première touche by Ederson, et il finit dans le but vide. Magnifique Diallo, qui en plus a sorti un top match, 5 dribbles, record du match. C'est Amad Diallo aussi, 5 passes décisives sur les 6 dernières journées. C'était avant ce match, 5 passes décisives sur les 6 dernières journées de Premier League. Maintenant, il ajoute un but en plus. Après son but magistral et tellement important en quart de finale de Carabao Cup l'année dernière là, contre Liverpool, et bah, c'est encore un clutch moment contre un ennemi d'United. Très très bon moment pour lui. Et je vais dire aussi dans ce match, un qui m'a marqué. Là, on a le 3-4-2-1 de Ruben Amorim. Noussaïr Mazraoui, que je trouve tellement bon à United depuis le début de saison, c'est vraiment un des tout meilleurs. Il a 6 tacles réussis sur ce match, face à Doku pourtant, il avait du boulot, mais il l'a plutôt pas mal contenu, et juste un gars qui respire la classe. Avec et sans ballon, franchement très très fort. L'United de Ruben Amorim a encore un petit peu de travail, je pense. Sur ce 3-4-2-1, il y a des recrutements à faire, peut-être au mercato hivernal, peut-être il y a des fenêtres de transfert qui vont se succéder pour construire un meilleur effectif encore pour Ruben Amorim. Mais ouais, ça c'est une victoire prometteuse. Et City a encore une fois, été réduit à 10 petits tirs seulement. Ça c'est vraiment une constante, de leur début de saison. Si on regarde, contre la Juve, c'était 12 tirs, contre Palace, 12 tirs, ok, contre Forest, 17, mais contre Liverpool avant ça, 8. C'est des chiffres très bas pour une équipe qui, la saison dernière, avait tiré 20 fois au but contre United et avait 18 tirs en moyenne en Premier League sur les 38 journées. Ouais, là, régulièrement, un volume offensif, c'est pas juste une question de finition, il y a vraiment un volume offensif qui est significativement réduit par rapport à d'habitude. Après, les explications, elles sont multiples. On a beaucoup parlé de City sur les dernières semaines, mais c'est le désastre qui se prolonge. La tête de Guardiola 90e, là, quand ils en prennent 2 coups sur coup. Ils ont perdu 8 matchs sur le dernier mois et demi de compétition. Avant ça, ils avaient engrangé 8 défaites sur la dernière année et demie de compétition. Donc ouais, c'est assez spécial. Et bien sûr, au classement, c'est la dégringolade. Ils sont... Où est-ce qu'on peut trouver le classement de Premier League? Ils sont 5e. Il y a pas mal de monde devant eux. Chelsea, Liverpool, Arsenal, Nottingham Forest, désormais un point devant Manchester City, qui se retrouve à 9 points donc, de Liverpool, avec un match en plus. Donc c'est fini pour eux pour le titre. Et comme a dit Guardiola depuis un moment maintenant, il faut survivre. Un truc qui m'a marqué, début de match, il y avait un tifo pro Guardiola, et un tifo un peu déchiré, et qui j'imagine a été mis en place par le club, parce que quand je vois les gars qui sont en train de le tenir, ça c'est pas des supporters, c'est sur une tribune latérale, s'ils sont sur la piste autour de la pelouse. Et un tifo un peu déchiré avec un rappel du slogan du Barça, Més que un entrenador. C'est à la fois un beau signe de l'histoire qu'est en train de construire Manchester City avec Guardiola, et aussi quelque part, c'est un tifo pas très authentique dans son âme. C'est, je trouve, un reflet intéressant, une image intéressante pour montrer qu'est-ce qu'est Manchester City au XXIe siècle, à la fois club tellement important et club tellement récent. Ouais, ça m'a bien interpellé. Donc,
United qui tourmente City, c'était notre deuxième point. Le troisième, on reste en Première Ligue parce que Chelsea est désormais dauphin. Au moins, ils l'ont emporté contre Brentford 2-1, un match assez disputé. Nico Jackson, cet énorme raté en première mi-temps. Sancho avait fait tout le travail et son pied gauche est pas très très bon. Mais en seconde, il a marqué un but beaucoup plus difficile à mettre. Accélération dans la profondeur, bat son vis-à-vis, termine avec une frappe lourde, basse, pied droit, magnifique. Ah, mine de rien, c'est quand même Nico Jackson, son 9e but de la saison en Première Ligue, en 15 matchs. Voilà, il est parti sur un rythme sans blessure, sans ralentissement. Il est parti sur un rythme d'une saison à 20 buts en PL. C'est pas rien pour un attaquant. Donc ça se passe pas trop mal pour lui. Comme on a dit, il sous-performe pas ses XG. Un autre qui saute, voilà, il a eu 9 buts en 8,85 XG, une histoire très différente de la saison dernière. Un autre gars qui sous-performe pas ses XG parce qu'il en a marqué 10 en 4,82 XG, c'est Bryan Mbeumo, buteur, encore une fois là, but à la 90e minute contre Chelsea, mais Chelsea s'est accroché et dans l'ensemble, c'est juste une très très belle équipe. On a fait toute une vidéo il n'y a pas longtemps sur Chelsea, donc je vous invite à la revoir ou à la voir. Mais Caicedo Enzo, qu'est-ce que c'est fort, quel beau tandem. Double pivot, je sais pas, parfois en fonction des séquences, non, mais quel très très beau tandem. Caicedo à la récupération, Enzo Fernandez ensuite servi platement, boum, pour lancer Jackson dans la profondeur. Ça, c'est l'action du but du 2-0. Et les stats sont aussi très très parlantes. Qu'est-ce qu'on a? 4 interceptions pour Moses Caicedo, 4 tacles pour Enzo Fernandez. C'est une très très belle plateforme. Et en plus, Chelsea peut compter sur le retour en forme de Jadon Sancho, qui vraiment montre de super belles choses sur ce début de saison à Chelsea à chaque fois qu'il a joué. Et le deal pour lequel ils l'ont pris à United qu'il avait acheté genre 80 millions d'euros à Dortmund, et là Chelsea a un prêt avec obligation d'achat, si je dis pas de bêtises, 25 millions d'euros cet été qu'ils vont payer. Ouais, ils se sont bien équipés, je trouve, avec Sancho. Et alors, en interview, ils continuent de minimiser la course au titre. Mais la réalité, c'est qu'avec le nul de Liverpool, ouais, ils reviennent à 2 petits points. Liverpool a encore un match à jouer. Chelsea est pas mal, 16 journées, 34 points, 2 défaites seulement. Ils ont la meilleure attaque d'Angleterre, 19 buts encaissés seulement. C'est la co-meilleure différence de but avec Liverpool. Et c'est déjà 4 points de plus qu'Arsenal. C'est déjà 6 points de plus que Forest. C'est déjà 7 points de plus que Manchester City. Donc pour sécuriser le top 4 et la qualification en Champions, ils sont bien les Blues. C'est un top 8 de Premier League qui est assez étonnant, d'ailleurs, avec Forest 4e, Bournemouth 6e, Fulham 8e, Brighton a bien dégringolé avec 4 matchs consécutifs sans victoire. Ça leur a fait du mal, ils sont que 9e. Mais ouais, les prochains matchs de Chelsea pourraient leur permettre de prendre pas mal de points en plus, parce qu'il y a un déplacement à Everton, c'est Fulham, c'est Ipswich, c'est Crystal Palace, c'est Bournemouth. Bon, donc comme on a dit, Fulham, Bournemouth, 2 équipes top 8. Mais sur ces 5 matchs, si Chelsea prend, allez, on va dire 12 points, je trouve la Première Ligue c'est compétitif, c'est toujours difficile, mais il y a moyen de faire un bon petit run là. Et ouais, Chelsea, vraiment équipe à suivre de 2025, ça c'est clair et net. J'ai mis Tottenham m'intéresse, un œil sur Tottenham, en 4e petite histoire comme ça, parce qu'ils ont frappé gros contre Southampton ce week-end, ils ont gagné 5-0, Southampton est horrible, lanterne rouge, leur coach a été licencié, Russell Martin dans la foulée, donc c'est fini. Mais quoi, Son est devenu le meilleur passeur de l'histoire de Tottenham avec quelques caviars, notamment celui-ci là sur le 5-0, vraiment violent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Kulusevski, 3e match d'affilée avec un but, ça c'est pas mal, je crois que j'ai le chiffre ici sur... voilà, Son, c'est sa 68e passe décisive en Première Ligue avec Tottenham. Mais Kulusevski, 3e match consécutif avec un but. Maddison aussi qui a planté un doublé, qui était un vrai régal. Et c'était un match intéressant parce que première titularisation en Première Ligue pour Lucas Bergvall. Et il a fait 90 minutes. On avait un Archie Gray titulaire en défense centrale. Et surtout, Jed Spence, première titularisation de sa carrière en Première Ligue avec Tottenham. 2 ans et demi après son arrivée, il avait acheté 20 millions d'euros. Il a été top. Franchement, il marque pas, mais il donne la passe décisive sur la première action du match limite. Il enroule son vis-à-vis, accélère, petit extérieur du pied dans l'intervalle pour James Maddison. C'était vraiment sublime. Et comme en plus dans ce match, Destiny Udogie s'est blessé. Il est sorti blessé là à gauche et Spence a pris sa place ensuite au moment de sa blessure. Donc il pourrait avoir de plus en plus de temps de jeu. C'était un match pour que Postecoglou fasse un peu tourner. Postecoglou un petit peu dans la tourmente parce que les résultats récents de Tottenham n'étaient pas très bons.
Et même Daniel Levy, le président bien sûr, est régulièrement raillé par les supporters, le manque d'investissement. Ils veulent pas qu'un nouveau coach soit viré. Cristiano Romero a fait des déclarations un petit peu polémiques, donc c'est une victoire qui leur fait du bien. Et pour Tottenham, en vrai, il y a un gros rendez-vous contre United, voilà, deux derniers clubs dont on vient de parler. Tottenham et United qui se retrouvent en quart de finale de League Cup, c'est jeudi. C'est une opportunité de titre pour Tottenham, qui n'en a pas gagné un quand même depuis 2008, c'était aussi une League Cup, contre cet United intéressant. Ça pourrait être un petit match à suivre. C'est pas souvent que la Carabao Cup me fait vibrer, mais bon, là il y a un petit truc sympa, peut-être. Voilà ce que je dirais de nos amis Spence, Madison, Kulusevski et les autres. Et on se retrouve dans quelques minutes. Les amis, comme vous le savez, j'en ai parlé au fur et à mesure des saisons, j'utilise personnellement NordVPN chaque saison, depuis longtemps, ne serait-ce que pour la fonctionnalité de se protéger, masquer son adresse IP en se connectant sur un serveur virtuel, voilà, sur internet. Ça c'est toujours utile, mais je veux dire, c'est juste la base. Le truc que je kiffe le plus, c'est la possibilité de se connecter aux serveurs d'autres pays pour dépasser les restrictions de géolocalisation. En se connectant par exemple au serveur mexicain, j'ai accès désormais sur la chaîne YouTube Caliente TV, qui est une chaîne mexicaine. J'ai accès non seulement au résumé de Ligue 1 bien avant qu'il sorte chez nous. Par exemple, là, il y a le résumé du match, c'est hier soir, je m'enregistre samedi. C'est le match d'hier soir, par exemple, PSG-Rennes, un résumé de 11 minutes 20. Voilà, j'y vais, je me connecte. Il est là en entier, absolument toutes les images, le doublé de Barcola, etc. Mais aussi, sur cette chaîne Caliente TV, il y a aussi un onglet live. Et si je vais sur l'onglet live, par exemple, il y a le match qui arrive là, Strasbourg-Marseille, Monaco-Montpellier. Il y a des matchs de Ligue 1 qui sont gratuits. En me connectant via NordVPN au Mexique, j'ai désormais accès. Et c'est pareil avec la Champions League. Il y a RTL Play par exemple, c'est pas les seuls, mais RTL Play en Belgique, qui offre des rencontres de Ligue des Champions si on est connecté en Belgique. Donc pareil, là pour l'instant j'ai pas accès parce que je suis au Mexique. Mais si hop, je me connecte désormais en Belgique, c'est bon, je retourne sur RTL Play, j'actualise, maintenant c'est disponible. Voilà, ça c'est ce que permet NordVPN. Alors niveau tarif, c'est assez attractif. Avec le lien en description, si vous prenez un abonnement de 2 ans, vous avez 4 mois supplémentaires offerts et ça revient à moins de 3 € par mois. 2,98 € par mois, c'est 83 € et quelques centimes pour 28 mois, plus de 2 ans. Ça c'est accessible avec le lien en description, nordvpn.com/willouvpn. Le Barça qui tombe encore. Le Barça qui se retrouve en vraie difficulté comptable, et ça c'est pas un truc qu'on aurait anticipé il y a quelques semaines. Ils sont tombés contre les Ganes, une défaite 1-0 à la maison en plus, première victoire à l'extérieur de la saison pour les Ganes, Barça qui donne beaucoup de points à des petites équipes en ce moment. Et pourtant ils ont créé, c'est pas trop le problème, 20 tirs, 2,63 XG avec 80% de possession, énorme domination. La réalité c'est que c'était un festival d'arrêt de Dmitrovic, qui est le meilleur gardien de Liga sur sa ligne si on en croit les chiffres avancés, même si ce match a bien aidé, je pense, parce qu'il a rapporté quasiment 3 buts à son équipe, ne serait-ce sur la rencontre. Mais ouais, gros match de Dmitrovic dans les buts, le Barça donc qui tombe, et Yamal en plus qui se blesse 3 à 4 semaines, on sait à quel point c'est différent sans lui, on l'avait vu déjà sur une petite période en début de saison. C'est un peu inquiétant pour un Barça qui, bon, bien sûr, l'a emporté contre Brest, l'a emporté contre Dortmund en Champions, pas de souci, mais en Liga, depuis la victoire contre l'Espagnol Barcelone, il y a eu une défaite contre la Real Sociedad, nulle contre le Celta, défaite contre Las Palmas, nulle contre le Betis, défaite contre les Ganes, une seule victoire, c'était contre Majorque, une seule victoire sur les 6 dernières rencontres en Espagne, compliqué, et ils ont vu leur avance fondre comme neige. Leur avance au classement, à une époque, c'était quasiment 10 points. Maintenant, ils sont à égalité de points avec l'Atlético et seulement 1 point de plus par rapport au Real. Les deux clubs de Madrid ont un match en moins que le Barça. Ça aussi, ça pourrait nous augurer un 2025 très très spécial, notamment parce que cet Atlético Madrid qui avance de moins en moins masqué maintenant, parce qu'ils sont tout en haut, mais vainqueur de Getafe ce week-end grâce à un but, une tête là à quasiment 12 mètres excentré, incroyable, de Sorloth, 7ème but de la saison, mine de rien pour lui. Et cet Atlético, tranquillement, est sur une série de 11 matchs, 11 victoires. 11 victoires, toutes compétitions confondues pour l'Atlético. Vraiment un délire. Le dernier match avant celui-là, il perdait 3-1 contre Séville, il l'avait emporté 4-3, un but de Griezmann dans le temps additionnel, un but tellement classique, Grisou ça. Tir taclé
toute son abnégation résumée en un but. Un doublé pour lui d'ailleurs sur ce match. Et ouais, c'est juste un Atlético Madrid qui m'intéresse beaucoup. Aussi parce que, est-ce que ça peut être la saison de l'explosion à 21 ans pour Pablo Barrios, qui joue beaucoup, qui est pas mal. Du côté de l'Atlético, il est premier en interception, personne n'en a plus que lui dans cette équipe. Il est aussi deuxième, si je dis pas de bêtises, ouais, juste là, en passe clé. 1,2 par match dans les deux catégories. Il a raté tout septembre à cause de blessures et malheureusement, il a l'air assez fragile. C'était déjà le cas en 2023-2024 avec beaucoup de matchs ratés malheureusement, quasiment une trentaine sur cette saison, quasiment tout raté. Et là, il y avait déjà eu une blessure musculaire début d'année, là, septembre. Il y a eu une petite rechute fin octobre, début novembre. Est-ce que son corps lui permettra d'être le moteur que son profil technique suggère au milieu de terrain? Comme on a dit, interception, passe clé, c'est un vrai milieu central. Il peut faire beaucoup de choses. Je souhaite que ce soit le cas parce que c'est un petit joueur que j'aime bien et on espère qu'il y aura la continuité qui mérite, je sais pas, mais qui ferait beaucoup de bien à l'Atleti sur cette fin de saison. En tout cas, tout ça pour dire, l'Atleti est dans la course au titre et juste ça, c'est quand même une nouvelle pour un club qui en a gagné, mine de rien, seulement 2, on peut dire, au 21e siècle. Derrière les 2 mastodontes, les 2 surpuissances économiques et financières, c'est déjà énorme. Mais en 2014, cet Atlético Madrid, bien sûr, allez quoi, de Godin, de Gabi, de Juan Fran, de Coquet, de Diego Costa, qu'on avait planté 27 en Liga. Et en 2021, bien sûr, l'Atlético Madrid de Luis Suarez, de Luisito, c'était 21 buts, je crois, en championnat. C'est dingue de dire que Antoine Griezmann, Monsieur Atlético, un des joueurs les plus importants de la Liga au 21e siècle, l'a jamais gagné, ce championnat. Et il y a peut-être une opportunité de le faire cette saison, avec en plus, prochain match là, c'est même avant 2025, donc c'est déjà intéressant. Un petit Barça Atlético du samedi 21 décembre, juste avant Noël, qui du coup promet beaucoup. Et voilà pour la Liga, maintenant un petit tour en Serie A. J'ai 2 nouvelles en Serie A. La première, l'Atalanta s'envole, point d'interrogation. Ils l'ont emporté contre Cagliari ce week-end, 1-0 en déplacement. Qu'est-ce qu'on a eu dans ce match? Un triple arrêt de Carnesecchi qui est vraiment extraordinaire sur sa ligne. Vraiment un des gars un petit peu sous-cotés de l'Atalanta. Et Zaniolo qui marque le but de la victoire sur un centre en retrait de Raúl Bellanova. Je crois deuxième but important là, de Zaniolo cette saison en Serie A, après un contre la Roma bien sûr, où il avait célébré. Tout ça, ça fait que l'Atalanta est sur une série de 10 victoires consécutives en Italie. C'est la meilleure série de leur histoire. Tout ça fait donc qu'ils sont leaders de Serie A, avec 37 points. Ça fait 2 de plus que Naples. Ça fait 3 de plus que l'Inter, qui a un match en moins. 39 buts marqués, 17 contre. Ils sont juste très très forts. Lookman en plus a remporté le Ballon d'Or africain. C'était hier. Donc tout se passe bien du côté de Bergame. Et on verra bien sûr, il reste du chemin pour eux, mais après avoir vécu le plus grand moment de leur histoire, celui-ci là, l'année dernière, remporter la finale d'Europa League, ils pourraient faire quelque chose de très très spécial en Italie. Première place, remporter le championnat, ce serait bien sûr la première fois de leur histoire, et même deuxième place, ils ne l'ont jamais fait. Ils ont fait quoi, deux années, ou 3 peut-être d'affilée, troisième, mais ne serait-ce que dauphin, ils ne l'ont jamais fait. Une opportunité de faire leur meilleur classement dans une Serie A où en plus maintenant il y a vraiment un top 3 qui commence à se détacher, je trouve, parce que comme la Fio a perdu ce week-end, ils ont un petit peu laissé l'Inter et Naples prendre de l'avance. La Juve, 4e match nul d'affilée, 10 matchs nuls au total, mais c'est une dinguerie. Ils n'ont toujours pas perdu en 16 matchs, mais 10 matchs nuls. Ouais, là c'est trop, même moi qui aime bien cette nouvelle Juve, ça c'est trop. Et ouais, donc il y a vraiment un trident, un triptyque, Atalanta, Naples, Inter qui se détache. Et justement, nos amis de l'Inter, ils n'ont fait aucun détail. L'Inter sera là en 2025, c'est sûr, parce qu'ils jouaient hier soir à Rome contre la Lazio. Et ils les ont tout simplement démolis 6-0 à Rome. Encore la largeur avec l'Inter, hein, c'est toujours et encore la largeur de Simone Inzaghi. Toujours et encore la meilleure équipe d'Europe sur la largeur. Dumfries pour le but du 2-0, qui trouve Di Marco de l'autre côté. On voit déjà en train de lever la main, il est déjà seul au second poteau et il va finir en plus, il finit très très bien. Souvent ces reprises là de côté à côté pour Di Marco, elles sont cadrées. Ça c'est le but du 2-0. Le but du 4-0, c'est un petit peu l'inverse, avec cette fois Dumfries seul au second poteau qui prend le dessus sur Nuno Tavares. Le meilleur passeur de Serie A par contre laisse un petit peu d'espace au second poteau, en même temps quand t'as Dumfries qui te saute dessus comme ça, qui prend quasiment 1 mètre d'écart sur toi et il laisse ce match, c'est assez effrayant. Mais c'est aussi la 4e passe décisive de Bastoni.
cette saison en Serie A. 4e passe décisive, c'est le meilleur passeur de l'Inter. Et il se retrouve souvent dans ces positions-là, demi-espace, où il peut avoir un petit jeu pour envoyer second poteau. Sa qualité de pied, bien sûr, on sait, pour ses ballons obliques, dangereux. Ouais, comme on a 4 passes décisives pour un central. C'est toute la qualité de cet Inter qui est tellement une bonne équipe, et en plus qui a des cracks, qui a des fourries classe. Barella, le 3e but, si vous ne l'avez pas vu. Une merveille absolue, la fusée, son 2e but en 2 matchs pour lui. Et donc avec tout ça, l'Inter, comme on a dit, est à 3 points de la première place, mais avec un match en retard. Ils ont une meilleure différence de but que l'Atalanta, 25 par rapport à 22. Et en plus, grâce à ce succès 6-0, ils ont pris la meilleure attaque. 40 buts déjà en 15 journées de Serie A pour l'Inter. Il y a un Inter-Atalanta le 2 janvier. Donc l'année démarre très fort. C'est en Super Coupe d'Italie, petit bémol. Mais il y en aura un autre, bien sûr, du côté de Bergame en mars, qui pourrait être un début de title decider, en tout cas un pivot important dans la course au titre. La dernière fois que les deux se sont joués, c'était tout début de saison, 30 août, et l'Inter n'avait pas fait de détails. L'Inter de Marcus Thuram avait démoli l'Atalanta 4-0. Quand ça se passe bien pour l'Inter, ça se passe très bien. Ils sont capables de gros scores. Donc je suis curieux de voir ce match, demi-finale de Supercoupe. Et ensuite, on a 2 dernières choses. Ça bouge en Allemagne. La dernière catégorie, c'est une petite innovation. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Mais juste avant, ça bouge en Allemagne. En Bundesliga, il s'est passé tout un tas de trucs avec la défaite de l'Eintracht et la défaite du Bayern contre Mayence. Ça, c'est les 2 clubs qui étaient avant ça 1er et 2e du championnat. Donc beaucoup de changements. Le Bayern était invaincu en 13 journées. Ils sont battus par Mayence 2-1. Faut souligner le gros travail du coach Bo Henriksen du côté de Mayence, le coach danois. Depuis son arrivée, il est arrivé février dernier à Mayence, qui était 17e, relégable. Il a transformé leur trajectoire. En 27 matchs, il est à 1,67 points par match. C'est le meilleur total de points par match de l'histoire de Mayence, sur un volume de matchs beaucoup plus faible que Thomas Tuchel, 170 matchs, Jürgen Klopp, 102 matchs, Bo Svensson, quasiment 100 matchs. Mais ouais, ça se passe très bien pour Bo Henriksen à Mayence. Ils ont battu désormais le Bayern, et avant ça, 3 matchs avant ça, ils avaient battu Dortmund. Et sinon, ouais, le gros résultat pour moi, c'était encore plus que ça, c'était la victoire de Leipzig contre Francfort. 2 clubs qui vivaient des dynamiques un petit peu différentes sur le début de saison. Leipzig qui avait un peu du mal à se mettre en route. Et franchement, Benjamin Šeško, mine de rien, qui ouvre le score là face à Kevin Trapp. C'est son 3e but en 4 matchs. C'est son 10e but, toute compétition confondue de la saison. Et avec cette victoire, Leipzig recolle. Ils sont, ici, 4e, à égalité de points désormais avec Francfort, qui reste sur pas mal de matchs maintenant, avec en plus l'OL en Europa League. Je pense que toute compétition confondue, ça doit faire 4 matchs consécutifs sans victoire pour l'Eintracht, qui ralentit. Leipzig revient. Et aussi, la 7e victoire d'affilée pour les Leverkusen, toute compétition confondue, 4e en Allemagne. Encore un top but de Wirtz, pas aussi bon que celui contre St. Pauli, qui était un délire la semaine dernière, mais la feinte de frappe pour ouvrir un petit peu l'angle, faire lever la jambe au défenseur adverse et frapper en dessous, ouvrir un petit peu l'angle de tir pour aller chercher second poteau, là, une frappe ras de terre, magnifique joueur. Et les Leverkusen, voilà, le top 4 a bien bougé, mais les Leverkusen est là, a repris son rang à minima de 2e, de dauphin, 4 victoires d'affilée comme on dit en Allemagne. Ça leur permet même de recoller à 4 petits points du Bayern. Donc on a aussi une course au titre en Allemagne. On a un 2025 très sympa qui se profile. Et dès vendredi, Bayern-Leipzig, avant les fêtes de Noël. Ça aussi, ça va être très gros match, vendredi, 20h30. Et enfin, la nouvelle catégorie, les 3 mousquetaires. Quelques joueurs qui m'ont marqué sur ce week-end et sur les dernières semaines. 3 joueurs que j'ai envie de mettre en lumière, dont on n'a pas prononcé le nom dans la vidéo. J'ai envie de faire ça à chaque fois pour, on va dire, la 10e section de cette vidéo. Les 3 gars, c'est d'abord John Duran, on va dire 3e place, le super sub ultime. Villa a perdu contre Forest, dans un scénario assez dingue, mais il a marqué le premier but du match, et même s'il était titulaire sur cette rencontre, John Duran, à 21 ans, l'avancante colombien, il avait tellement marqué en sortie de banc début de saison, il est déjà à 6 buts en première ligue, mais avec un total de minutes très bas. C'est d'ailleurs en nombre de buts par 90 minutes, le meilleur joueur de première ligue. 1,10 buts, plus d'1 but par 90 minutes rapporté au nombre de minutes, et même devant Salah, devant Wissa, devant Haaland, tout en haut John Duran. Et comme il a encore marqué avec sa force athlétique, son jeu de tête
et aussi sa frappe extérieure de surface. Vraiment un sacré petit joueur. On va voir s'il a encore un petit peu plus de temps de jeu dans un Aston Villa qui a du mal à tourner en plus en ce moment. Mais ils seront là en Europe, donc en 2025, ça pourrait être un truc à suivre. Le deuxième, ça c'est John Doran. Le deuxième, c'est Jae Sung-lee de Mayence. Un doublé pour le trentenaire coréen. Jae Sung-lee, il a 32 ans. Hop. Il a désormais son article dédié sur la page de la Bundesliga, parce que quand on marque 2 contre le Bayern, tout en étant sur une série de 4 buts et 2 passes décisives sur les 5 derniers matchs de Bundesliga, il avait aussi marqué contre Dortmund. Ce milieu avancé de Mayence est en train de faire tout un tas de bruit. Lui qui avait été MVP de K-League en 2016-2017 du côté des Jeonbuk Hyundai Motors, qui a beaucoup joué avec la Corée du Sud, il y a quasiment une centaine de sélections. Mais voilà, il est en train de vivre, je ne sais pas si le prime, mais en tout cas un moment fort, un vrai moment clé. Donc j'avais envie de le citer. C'est peut-être, je ne sais pas si c'est la seule fois de l'histoire de la chaîne qu'on citera Jae Sung-lee. On ne veut pas insulter l'avenir. Mais en tout cas, grosse période pour lui. Et tout en haut, j'ai mis Alex Isak. Parce que ça, c'était contre Liverpool, ça, c'était la semaine dernière. Mais il est toujours autant en feu. Ce week-end-là, une victoire 4-0 de Newcastle contre Leicester. Un but, une passe D, 4 tirs, 6 dribbles réussis. C'est un diable. Il est tellement fort. Sur les 8 derniers matchs de Première Ligue, contre Chelsea, contre Arsenal, contre Forest, contre Liverpool, contre des équipes top 4. 6 buts, 3 passes D. Son 1-0 contre Liverpool, là, il sait qu'il peut pas passer Van Dijk, personne ne peut passer Van Dijk, donc c'est pas grave, il déclenche à 22 mètres et il détruit Keller, une frappe incroyable de puissance. Il a toujours autant la mobilité, on se souvient de son but là, sa passe décisive, pardon, avec le maillot un peu Arabie Saoudite de Newcastle, c'était il y a quoi, genre 2 ans maintenant, long de ligne, l'incursion totalement dingue, le slalom maradonesque quasiment. Il a toujours autant cette mobilité, ce dynamisme, mais je trouve qu'il a pris un petit peu d'épaisseur physique, et maintenant aussi il a une enclume à la place du pied. Donc vraiment, Alex Isak, j'avais envie d'en parler parce que on n'en avait pas parlé dans cette vidéo, et mérite cette place de premier mousquetaire. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et finalement on aura fait la petite demi-heure, la trentaine de minutes comme on avait dit. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a chauffé un petit peu pour 2025. Mes excuses pour le retard, pour ce récap du week-end tardif. Mais mine de rien, c'est des vidéos qui prennent pas mal de temps à faire. J'ai envie de tout regarder, d'essayer de vous faire le truc le plus complet possible. Et ouais, en plus, en ce moment, avec le déménagement, avec beaucoup de choses dans ma vie, c'est un peu difficile d'avoir le focus en fait nécessaire pour pouvoir enchaîner les 6-7 heures d'affilée pour vraiment pouvoir travailler convenablement. Donc bref, c'est pas toujours facile, mais j'espère que ça vous a plu. Merci de votre force, merci de votre soutien, et on se retrouve de toute manière très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous les potes. Bisous.